On va s'attaquer à une idée sur la dépression que presque tout le monde tient pour acquise. Et pourtant, c'est un piège. Un piège qui a façonné notre vision de la santé mentale pendant plus de 50 ans. Allez, c'est parti, explorons ensemble le piège de la sérotonine. Cette phrase, on l'a tous entendue, n'est-ce pas? Pendant des décennies, ça a été la réponse. La réponse simple, nette, à un problème incroyablement complexe. Tout viendrait d'un manque de sérotonine, la fameuse molécule du bonheur. C'est une explication qui a le mérite d'être rassurante. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est juste? Parce que, et si Et si toute cette histoire, si simple, si bien ficelée, nous avait en fait complètement mis sur la mauvaise voie? C'est en tout cas ce que les découvertes les plus récentes en neurosciences semblent nous dire. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Bon, pour commencer, il faut faire un petit bond dans le passé. Comment est-ce que cette théorie sur la sérotonine est devenue aussi virale, au point de s'imprimer durablement dans l'inconscient collectif? Ce qui est assez fou, en fait, c'est de réaliser que cette théorie s'est imposée, non pas vraiment à cause de preuves scientifiques en béton, mais parce qu'elle tombait à pic. Elle répondait à un besoin. C'était l'idée parfaite au moment parfait. Et, pour cause, pour les scientifiques de l'époque, elle offrait enfin une cause simple, presque mécanique. Pour les médecins, c'était un moyen de déculpabiliser les patients. Ce n'est pas de votre faute, c'est chimique. Et puis, pour l'industrie pharmaceutique, c'était, il faut le dire, une histoire marketing en or massif. Mais voilà, la science, ça bouge tout le temps. Et petit à petit, cette belle histoire si parfaite a commencé à se fissurer. C'est le moment où les preuves, ou plutôt l'absence de preuves, a commencé à poser un vrai problème. Et là, c'est un peu le coup de massue. Des études géantes qui compilent des décennies de recherche, comme la fameuse méta-analyse de Joanna Moncrief en 2022, arrivent toutes à la même conclusion et elle est sans appel. Il n'y a tout simplement aucune preuve directe et solide qu'un manque de sérotonine cause la dépression. Aucune. Et puis il y a ce détail qui n'en est pas un, ce paradoxe qui met vraiment la puce à l'oreille. Les antidépresseurs les plus courants, les ISRS, ils augmentent le taux de sérotonine dans le cerveau quasiment tout de suite, en quelques heures. Pourtant, l'effet sur l'humeur, lui, quand il arrive, il met des semaines. Bizarre, non? Si c'était juste un réservoir à remplir, ça devrait être bien plus rapide. Ce fameux décalage, ça a été un vrai signal d'alarme pour les chercheurs. L'image simpliste du réservoir de sérotonine vide qu'il faut remplir ne tenait plus la route. Il devait se passer autre chose, un processus bien plus complexe, une sorte d'effet domino qui prend du temps à se mettre en place dans le cerveau. Alors, question, si la sérotonine n'est pas le carburant du bonheur, à quoi sert-elle vraiment? C'est là qu'on bascule vers une vision du cerveau beaucoup, beaucoup plus fine et franchement plus passionnante. Le mot-clé ici, c'est la plasticité cérébrale. C'est cette capacité absolument incroyable qu'a notre cerveau de se modifier, de s'adapter, de se recabler en permanence en fonction de ce qu'on vit. C'est l'exact opposé de la rigidité. Et voilà le vrai changement de perspective. La sérotonine, en fait, ce n'est pas le bonheur en bouteille. C'est plutôt le lubrifiant qui va permettre au moteur du changement de démarrer. C'est un facilitateur, un modulateur. En d'autres termes, la sérotonine, elle met de l'huile dans les rouages. Elle rend les connexions entre les neurones plus souples, plus malléables. Et c'est cette souplesse retrouvée qui permet de sortir des schémas de pensée rigides, de ces ruminations qui tournent en boucle et qui sont si caractéristiques de la dépression. Ok, mais alors revenons à notre question de départ. Comment une théorie aussi fragile scientifiquement a-t-elle pu devenir un véritable dogme? C'est intéressant de décortiquer les rouages de ce piège. En fait, on a assisté à une sorte de tempête parfaite, une convergence d'intérêts. La science de l'époque cherchait la simplicité. Les médecins cherchaient un moyen de dire à leurs patients que ce n'était pas de leur faute. Et l'industrie, elle, cherchait une histoire simple et efficace à vendre. Le déséquilibre chimique cochait toutes les cases. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. Ce mythe, ce n'était pas juste une erreur. C'était une histoire qui était tout simplement trop belle pour être fausse. Trop simple, trop séduisante et, bien sûr, trop rentable pour qu'on ait vraiment envie de la remettre en question. Une construction narrative quasi parfaite. Et ce piège, il a eu des conséquences bien réelles, et pas des moindres. D'un côté, la recherche a peut-être perdu des décennies à se focaliser sur une seule molécule en négligeant d'autres pistes. Et de l'autre, pour les personnes concernées, ça a pu créer l'attente d'une pilule magique tout en minimisant l'importance de leur histoire personnelle, de leur environnement, de leur vécu. Heureusement, le paysage a changé. La science avance. Alors, pour finir, regardons un peu cette nouvelle vision de la dépression. Une vision beaucoup plus complète et, au final, bien plus optimiste. C'est ça, le grand virage. On ne voit plus la dépression comme un manque de quelque chose, mais plutôt comme un état de blocage,
de rigidité. Le cerveau est comme figé dans des autoroutes de la pensée négative, il a perdu sa capacité à s'adapter, à emprunter de nouveaux chemins. Et donc, dans cette nouvelle vision, l'objectif d'un traitement change complètement. Le but, ce n'est plus de boucher un trou chimique, c'est de restaurer la plasticité, c'est de dégripper la machine pour permettre au cerveau de se remettre en mouvement, de retrouver sa souplesse naturelle. Et cette remise en mouvement, ça se traduit par des choses très concrètes dans la vie de tous les jours. C'est retrouver la capacité à imaginer l'avenir, à se reconnecter avec les autres, à laisser les émotions passer sans rester bloqué sur une seule. Bref, il s'agit de retrouver une agilité psychique. Donc si on doit retenir une chose, c'est ça. On est passé d'une histoire de panne de carburant, très simple, à une histoire bien plus complexe et dynamique de plasticité. La dépression ne serait pas un manque, mais plutôt une perte temporaire de cette capacité du cerveau à changer et à s'adapter. Finalement, cette question change toute la perspective. Et si guérir, ce n'était pas juste réparer une pièce défectueuse dans une machine, mais plutôt réapprendre à bouger, aider le cerveau à se souvenir de sa formidable capacité à évoluer, à apprendre et à tracer de toutes nouvelles routes. C'est une vision plus complexe, c'est certain, mais aussi tellement plus riche en possibilités.